Si quelqu'un te demandait de citer les couleurs les plus courantes, tu choisirais très probablement le rouge, le vert et le bleu. Pourtant, avant les temps modernes, nos ancêtres ne savaient pas que le bleu était une couleur. Dans les années 1800, l'érudit britannique William Gladstone a remarqué que dans sa célèbre Odyssée, Homère n'utilisait pas du tout le mot bleu. Il a même qualifié l'océan de rouge profond. Homère décrit en détail les vêtements, les armures, les visages humains et les animaux. Mais toutes les couleurs étaient quelque peu mélangées. Le fer et les moutons étaient violets et le miel vert. Le noir est mentionné 200 fois, le blanc environ 100 fois, et le rouge, le jaune et le vert moins de 15 fois chacun. Il en va de même dans d'autres ouvrages de la Grèce antique. Le mot bleu n'existait tout simplement pas. Gladstone pensait que cette façon monochrome de voir le monde était typique des Grecs anciens. Mais quelques années plus tard, ses disciples ont poursuivi ses recherches et ils n'ont trouvé aucune mention du bleu dans d'autres cultures non plus. Les anciennes sagas des Islandais, les histoires chinoises, les textes arabes et hindous, tous ont omis le bleu, même lorsqu'ils parlaient des cieux. Il s'avère que les premières personnes à avoir utilisé le mot bleu pour décrire cette couleur ont été les Égyptiens. Il se trouve aussi qu'ils étaient les seuls à produire des teintures bleues. Voilà aussi sans doute pourquoi on ne trouve aucune mention de Grecs anciens ou d'autres ancêtres qui chantaient du blues. Est-ce que j'ai inventé ça ? Oui, en effet. Ok. Cela peut paraître étrange jusqu'à ce que tu réalises que la seule chose dans la nature qui soit bleue est le ciel. Il n'y a pas beaucoup d'animaux ou de fleurs bleues dans la nature, et les yeux bleus étaient encore plus rares dans l'Antiquité qu'ils ne le sont de nos jours. C'est pourquoi presque toutes les langues ont d'abord développé des mots pour désigner le noir et le blanc, puis le rouge, le jaune et le vert. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de nom pour la couleur bleue que nos ancêtres ne pouvaient pas la voir du tout. Mais disons qu'elle ne leur apparaissait pas comme une couleur. Il y a une tribu en Namibie appelée Imba. Ils n'ont toujours pas de mot pour dire bleu. Ils ne font pas non plus la différence entre le vert et le bleu. Ils ont quelque chose comme grue à la place. Quand on leur a montré un carré bleu et 11 carrés verts, ils ont eu du mal à trouver celui qui était différent. Mais ils ont plus de mots pour les nuances de vert que la plupart des autres langues. C'est pourquoi les membres de cette tribu ont su trouver les plus infimes différences entre les nuances des carrés verts en un clin d'œil. Lorsqu'on montre à des Russes différentes nuances de bleu, ils peuvent distinguer les plus clairs et les plus foncés bien plus rapidement que les anglophones. Cela est dû au fait qu'ils utilisent des mots différents pour le bleu clair et le bleu foncé, plutôt qu'un seul mot universel. Le lieu où tu habites peut aussi modifier la façon dont tu perçois les couleurs. Par exemple, les Grecs, qui vivent depuis longtemps au Royaume-Uni, ont tendance à penser que le bleu clair et le bleu foncé sont une seule et même couleur. Mais en Grèce, ils utilisent normalement 2 mots distincts pour les désigner, tout comme en Russie. La façon dont tu perçois les couleurs n'est pas seulement une question de vision, il s'agit plutôt de la façon dont ton cerveau traite ce que tu vois. Ce qui veut dire que c'est très subjectif. Certaines personnes voient même les couleurs comme des lettres et des chiffres, ou les entendent. Ceux qui vivent près du cercle polaire arctique peuvent nommer différentes nuances de neige parce que c'est ce qu'ils voient tout le temps. Pour tous les autres, la neige est tout simplement blanche. Certaines langues possèdent uniquement des noms généraux pour désigner les couleurs. Par exemple, sombre désigne les teintes froides comme le noir, le bleu et le vert. Les couleurs comme le blanc, le rouge, l'orange et le jaune sont toutes qualifiées de chaudes. Ton œil traite plus de variations de couleurs chaudes que de couleurs froides. Il y a une tribu en Australie qui décrit la texture, la fonction d'un objet et la sensation qu'il procure plutôt que sa couleur. Ils n'ont aucun mot pour les couleurs. Les Kandoshi, qui vivent sur les rives de l'Amazone au Pérou, n'ont pas de mot pour décrire le concept même de couleur. Au lieu de cela, le nom d'un oiseau jaune sera utilisé pour décrire la couleur jaune. Tout fruit mûr est synonyme de rouge et un fruit pas mûr de vert foncé. Le mot orange est apparu dans la langue anglaise seulement dans les années 1500. C'est l'époque où quelqu'un a apporté les premiers orangers d'Asie en Europe. Avant cela, la teinte était dénommée jaune-rouge. Sir Isaac Newton est celui qui a nommé les couleurs de l'arc-en-ciel: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Il a découvert ces teintes après avoir observé un faisceau de lumière passer à travers un prisme triangulaire. La lumière blanche initiale était divisée en 7 couleurs. Lorsque tu regardes un objet, des millions de récepteurs de lumière dans tes yeux envoient un message à ton cerveau via le nerf optique. Certains de ces récepteurs ont la forme de bâtonnets et d'autres de cônes.
Selon Newton, les objets ne sont pas réellement de couleur. C'est leur surface qui reflète certaines couleurs et en absorbe d'autres. Lorsque l'objet reflète toutes les longueurs d'onde, il est blanc. Lorsqu'il les absorbe toutes, il est noir. Une pomme est rouge parce qu'elle reflète les longueurs d'onde rouges et absorbe toutes les autres. C'est pourquoi les objets peuvent sembler changer de couleur selon les objets qui se trouvent à côté d'eux ou dans différentes conditions d'éclairage. L'œil humain possède 3 types de cônes. Ces cellules photoréceptrices distinguent les longueurs d'onde de la lumière rouge, verte et bleue. Chaque type est responsable d'environ 100 nuances différentes. Au total, ils te permettent de voir 1 million de couleurs. Environ 1% des personnes possèdent un 4e type de cône. Cela leur donne le super pouvoir de distinguer entre 100 millions de nuances de couleurs différentes. Waouh! Environ 8% des hommes et 1% des femmes présentent un trouble des couleurs. Cela s'explique par le fait qu'il leur manque certains cônes ou qu'ils en ont de mauvais. La plupart d'entre eux ne le savent même pas, car certaines couleurs leur ont toujours paru identiques. Le type de déficience le plus répandu est l'incapacité à distinguer le rouge du vert. Beaucoup de personnes perdent leur capacité à percevoir certaines couleurs en vieillissant. Vers l'âge de 70 ans, les globes de leurs yeux deviennent jaunâtres. Ce filtre jaune naturel, à travers lequel ils regardent, ne leur permet pas de distinguer le bleu du violet et le jaune du vert. La moitié de ton cerveau est programmée pour traiter les informations visuelles. Une partie beaucoup plus petite est réservée à la perception des saveurs. C'est pourquoi la couleur des aliments ou des boissons peut stimuler ou réduire ton appétit. Tu choisiras toujours la pomme la plus rouge car ton cerveau la perçoit comme la plus sucrée et la plus mûre. Comme il n'existe pas d'aliments naturellement bleus, tu es moins attiré par ces derniers et tu peux même en avoir peur. C'est pourquoi installer une lumière bleue dans ton réfrigérateur ou manger dans des assiettes bleues est un excellent moyen de réduire ton appétit. Tu choisiras toujours des fruits et des légumes plus brillants car ils sont associés à une saveur plus riche. En les consommant, tu te sentiras plus sain et plus heureux. Le jaune peut stimuler ton appétit car tu l'associes à l'énergie et à la joie de vivre. Le blanc peut t'inciter à manger plus et à faire moins attention à ce que tu manges. C'est parce que les aliments blancs semblent moins dangereux en termes de calories. Si tu manges dans une assiette blanche, tu auras tendance à trop manger car la nourriture semble plus brillante. Ton cerveau se souvient également de la couleur de l'emballage des aliments. Si tu mets des chips au sel et au vinaigre dans un emballage de fromage et d'oignons, tu ne remarqueras peut-être pas la différence de saveur en les mangeant. Les entreprises alimentaires savent que tu consommeras plus de produits proposés s'ils sont présentés sous différentes couleurs et saveurs. La curiosité ou la recherche de ton goût préféré ne te laisseront pas t'arrêter à temps. Les couleurs qui t'entourent au bureau affectent ta productivité, ta créativité et ton humeur. Le bleu t'aide à te concentrer. C'est une couleur intellectuelle qui représente la logique et l'efficacité. Le rouge te donne du courage et de la force pour le travail physique. Le jaune te rend plus heureux, plus productif et plus confiant. Le vert apporte de l'équilibre et de l'harmonie à ton environnement au bureau. Tes yeux adorent également cette couleur, ils n'ont pas besoin de temps pour s'y adapter. L'orange te donne un sentiment de confort et de chaleur. Il est donc parfait pour un salon de bureau. Les oiseaux, les poissons et de nombreux mammifères voient l'ensemble du spectre des couleurs dans toute sa splendeur, tout comme les humains. Pour certains animaux, une bonne vision des couleurs est cruciale. Sans elle, ils ne pourraient pas distinguer un fruit rouge mûr d'un fruit vert pas mûr. Mais certains insectes, comme les abeilles, perçoivent aussi des couleurs ultraviolettes que tes yeux ne peuvent pas voir. Les araignées sauteuses ont 8 paires d'yeux. Les plus grands d'entre eux fournissent à ces créatures une vision à haute résolution. Elles ont également un spectre de couleurs plus large que celui des humains et des pigments spéciaux qui peuvent percevoir la lumière ultraviolette. Les taureaux sont particulièrement daltoniens et ne peuvent voir que le jaune, le vert, le bleu et le violet. Ils n'ont pas de récepteur de la rétine rouge et ne peuvent donc pas voir le rouge. Ah, voilà pour cette histoire de cap. Les chiens possèdent 2 types de cônes détecteurs de couleurs, soit un type de moins que les humains. Ils peuvent percevoir la lumière jaune et la lumière bleue jusqu'aux ultraviolets. Tes cônes fonctionnent très bien sous un éclairage relativement fort et tes bâtonnets t'aident à voir dans la pénombre. Mais dans ce cas, tout ce qui est autour apparaît comme des nuances de gris. Contrairement aux humains, les geckos ont une vision nocturne parfaite et en couleur. Elle est 350 fois supérieure à la tienne. Les escargots du jardin ne peuvent pas faire la mise au point ou voir les couleurs du tout.
Ils parviennent à se diriger vers des endroits sombres grâce à leur capacité à sentir et à analyser l'intensité de la lumière.